Bonjour tout le monde, j'espère que vous pouvez m'entendre. En fait, ce soir, je voudrais vous amener avec moi sur un petit voyage. Un voyage d'une jeune fille qui commence au cœur de Washington, D.C. Washington, D.C. qui est une ville qui donne les idées, qui inspire les rêves. Une ville où il y a beaucoup de pouvoir. Mais pourtant, dans mon monde, je n'ai pas senti ce pouvoir. J'ai grandi là-bas, mais ce pouvoir, c'était hors de mon expérience en tant que personne qui me ressemblait. Donc, je voudrais que vous pouvez m'accompagner sur ce petit parcours. Un parcours de découverte, d'apprentissage, d'enseignement, et aussi qui a amené une petite fille de Washington, D.C. un peu partout au monde. Donc, il faut revenir avec moi, et j'espère que vous pouvez toujours m'entendre. C'est le magique des micros. Mais en fait, peut-être la première leçon, c'est qu'il faut toujours être flexible. Et que si on a une voix, si on a une histoire pour raconter, il faut commencer juste à ouvrir la bouche. Donc, ce parcours a commencé à Washington, D.C. Et je suis une fière Washingtonienne. Depuis les années 1800, ma famille a sélectionné Washington, D.C. pour notre base. Et je suis grandie dans l'ombre des grands immeubles, des bâtiments comme la Maison-Blanche, le Capitole, les immeubles qui font rêver, les immeubles qui sont puissants à cause des institutions qui sont là-dedans. Mais cette expérience était un peu loin que comment j'ai grandi. J'ai grandi dans un quartier qui était une mosaïque de culture, qui avait des familles qui viennent d'un peu partout au monde, qui jouaient ensemble, qui mangeaient ensemble, qui pleuraient ensemble de temps en temps. On était une forte communauté, mais j'étais aussi curieuse. J'ai adoré les livres, j'ai adoré les films, j'étais dans le théâtre, j'ai adoré l'art, la musique, j'ai adoré les musées où je pouvais aller gratuitement, et c'est toujours gratuit à Washington, pour découvrir le monde, pour laisser l'imagination percoler. Et c'était pendant cette période que j'ai commencé à rêver. J'ai rêvé des endroits très loin de Washington, D.C. Et je ne savais pas exactement comment je peux y aller. J'ai rêvé de l'Afrique. J'ai rêvé d'une Afrique que j'ai connue seulement par les livres, les films, les images qu'on a de l'Afrique. Et c'était un endroit que personne dans ma famille immédiate connaissait. Ils ne sont jamais allés dehors du pays, sauf mes grands-pères. Et ils sont allés dehors du pays pour combattre pour les États-Unis, pour les droits qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas encore chez eux. Mais j'étais vraiment déterminée. Et ma grand-mère a dit un tout petit peu têtue aussi. Donc j'ai commencé à découvrir comment est-ce que je peux découvrir ce monde. Je me suis inscrite et après la recherche que j'ai faite pour un programme pour être bénévolant, pour faire le développement, pour aller quelque part d'autre. Malheureusement, j'étais trop jeune pour le programme pour aller en Afrique, donc j'ai opté pour la Caraïbe. Et donc, j'ai suivi toutes les instructions, j'ai mis toutes mes affaires dans une seule valise et je suis partie pour la première fois de ma vie seule, sans mes parents. Je suis arrivée à Jamaïque et vraiment j'étais contente. J'étais avec les yeux ouverts pour découvrir. Mais mes bagages n'ont pas arrivé. Et
c'était perdu, en fait, par la compagnie aérienne. Donc, j'avais toutes mes affaires dans un seul sac pour tout l'été et j'étais là seulement avec les vêtements, les chaussures que je portais. Donc, moi et mon groupe, on est allés pour prendre le bus pour aller un peu loin, 1 heure de temps, 2 heures de temps, dans une communauté très rurale, sans cellulaire, sans fil terrestre. Donc, je n'avais aucune mesure pour essayer de contacter les compagnies aériennes. Et dès que la communauté savait ce qui s'est passé, ils se sont mis en action. Ils n'avaient pas beaucoup, mais ils ont partagé ce qu'ils avaient. Et c'était nouveau pour moi, parce que j'ai grandi dans une situation où j'avais toujours ce que j'avais besoin. Et à ce moment, j'avais aussi ce que j'avais besoin. Et je me rappelle une jeune fille, elle n'avait pas beaucoup, mais elle m'a partagé son T-shirt. Donc j'ai porté son T-shirt avec fierté. On a partagé aussi nos rêves, on a partagé l'idée de qu'est-ce que c'est que l'Amérique. Et j'ai appris ce que c'est que l'Amérique et le rêve américain en écoutant les autres comme elle. Pour elle, la rêve, c'était échapper la pauvreté. Et pour la première fois, j'ai compris c'était comment d'être une étrangère mais qui a été complètement acceptée par la communauté. Un esprit de générosité, peut-être on peut dire un esprit de Aqaba, que je garde toujours avec moi. Et après cette expérience, j'étais convaincue que je voudrais vivre à une échelle mondiale. Mais comment est-ce que je vais le faire? Je suis allée à l'université, j'ai commencé à lire beaucoup, j'ai fait même une thèse sur les questions de la Banque mondiale en Afrique. J'étais toujours en train de rêver sur l'Afrique. Et après l'université, où j'ai pu tisser les liens, de créer des fortes amitiés que j'ai toujours, surtout avec les femmes de ma sororité qui sont toujours avec moi. Il faut toujours avoir un parcours et d'avoir les personnes qui peuvent nous accompagner sur ce parcours. Donc, je suis sortie de l'université avec un diplôme dans les relations internationales, dans les études d'environnement, et j'étais prête à 21 ans pour le monde entier. Vous vous rappelez cet esprit-là, à 21 ans, tout en jeunesse, avec l'énergie, les idées, que j'étais prête pour tout le monde. Et j'ai voulu découvrir. Je suis allée travailler dans une entreprise où on fait investir les fonds institutionnels. C'était intéressant, mais j'ai dit tout le monde peut gagner plus de l'argent pour ceux qui ont déjà. Qu'est-ce que je peux faire pour servir? Comment est-ce que je peux servir et de travailler avec les personnes comme moi qui n'avaient pas tous ces bénéfices? Donc, j'ai commencé à découvrir les organisations qui travaillaient en Afrique. Et j'ai fait un acte de foi. J'ai quitté ce travail. J'ai coupé tous les cheveux. Je suis allée là-bas et j'ai accepté une position avec une réduction de 50% de salaire, mais où j'ai pu suivre les convictions. Et j'étais là, en train toujours de découvrir un chemin pour aller en Afrique, pour encourager les entreprises américaines pour investir en Afrique. En fait, il y a quelques années, je fais ce que je fais actuellement, d'encourager l'investissement américain en Afrique. Mais moi-même, je ne suis pas encore allée en Afrique. Donc, j'ai continué à explorer le chemin pour y aller et j'ai découvert le sommet Afrique Afro-Américaine. Et la première édition, c'était ici, à Abidjan, en 1991. C'était l'occasion de faire le partage, d'avoir les idées concrètes
pour travailler ensemble et j'ai dit moi-même, je voudrais être dans le prochain sommet. Et quelques années, un peu plus tard, après un petit parcours avec l'activisme pour la jeunesse de participer dans le monde international, dans le système des Nations Unies, j'étais sélectionnée d'être déléguée pour le sommet afro-américain, Afrique afro-américaine à Dakar. Et donc, en 1995, j'ai pu mettre mes pieds pour la première fois en Afrique. Et j'étais avec mes co-voyageurs, des centaines de personnes de diaspora qui étaient en train de revenir en Afrique pour découvrir. Et donc, à Dakar, c'était bien, mais ce n'était pas exactement l'Afrique que j'ai connue avec les livres, dans les films. C'était beaucoup mieux que cette Afrique. Et quand j'étais à Dakar, j'ai pu apprendre comment bien attacher une pagne pour que la pagne ne tombe pas quand on est en train de marcher, n'est-ce pas? J'ai appris comment marcher bien dans un boubou. Et en fait, la marche est complètement dans un boubou. Aussi parce qu'on ne veut pas avoir le boubou derrière. Donc, j'ai appris tout cela. J'ai mangé un cheb pour la première fois, un bon cheb. Et j'ai appris que tout le riz n'est pas du tout Uncle Ben's. Donc, j'ai appris l'Afrique. Et aussi, j'ai pris le dernier ferry pour aller à Île Gorée. Et j'étais sur le même ferry que Jesse Jackson et Al Sharpton. Et j'étais là, à la porte de non-retour. Et à ce moment, je pouvais entendre les voix dans le vent des femmes, des hommes, des enfants qui étaient là, qui ne pouvaient pas imaginer l'horreur de leur passage vers l'Amérique. Pour eux, ce n'était pas du tout un rêve américain. C'était un cauchemar. Mais ils ont traversé. Ils ont traversé et ils sont survécus. Ces braves êtres humains, c'est eux qui ont construit les États-Unis. C'est eux qui ont rendu possible le rêve américain. Et moi, je suis leur descendant. À ce moment, à la porte de non-retour, je savais exactement ce que je voulais faire. J'ai voulu retisser les liens entre Afrique et sa diaspora. J'ai voulu retisser les liens entre l'Amérique et l'Afrique. J'ai pu trouver un chemin pour mon rêve. Et mon rêve qui était vraiment pour moi mon but depuis lors. Depuis les dernières 3 décennies. Et avec ce parcours, j'ai perdu et aussi la nationalité américaine. Et à ce moment, je suis devenue un citoyen du monde, un citoyen de notre village planétaire. J'avais une autre impression complètement de qu'est-ce que c'est que le rêve américain. J'ai pu voir le rêve américain quand j'ai mieux compris ça par les yeux des autres. Et donc, avec cette expérience, je suis allée dans la diplomatie. J'ai pu découvrir un peu le monde entier. J'étais un peu partout dans le monde, mais plutôt en Afrique. Et à un moment, j'étais choisie pour travailler dans la Maison-Blanche. Donc, je suis revenue à Washington pour travailler dans un immeuble, un bâtiment, une institution où j'ai regardé seulement de loin. Et pendant cette période, on a créé une nouvelle stratégie pour les États-Unis vers les pays de l'Afrique. Le sommet où j'ai pu mettre mes pieds pour la première fois en Afrique, c'était une inspiration pour le sommet de leaders États-Unis-Afrique.
Et en décembre 2022, le président des États-Unis a déclaré que les États-Unis s'est complètement investi en Afrique, avec l'Afrique. Et ça, c'était une déclaration. Et j'étais à Washington à ce moment. J'étais en train d'attendre de venir ici à Abidjan. J'ai été confirmée par le Sénat américain. Et quelques semaines plus tard, je suis revenue à la Maison-Blanche. J'ai marché sur les couloirs qui avaient des carreaux noirs et blancs vers le bureau de Madame la vice-présidente. Et à ce moment, j'étais avec ma famille. On était en train de regarder par la fenêtre. On a vu le drapeau au-dessus de la Maison-Blanche. Et elle nous a dit, il ne faut pas oublier ce jour-là. Et je n'ai jamais oublié. Je vais garder ce jour-là toujours avec moi. J'ai mis la main sur le drapeau que ma grand-père a eu après son travail comme ex-combattant. Pas ex-combattant, mais un combattant pour les États-Unis dans les guerres. J'ai mis la main ici et l'autre ici. Et Madame la vice-présidente m'a prêté serment et j'ai juré de respecter et de défendre la Constitution des États-Unis. Et quelques jours après, je suis arrivée ici à Abidjan. Et je voudrais dire que la diplomatie, c'est l'humanité. Et le parcours que j'ai pu faire, c'était possible seulement avec les rêves. Seulement avec la magie des rêves. Pour être un grand leader, il faut servir. Il faut toujours voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les autres. Donc, la diplomatie, c'est d'être humaine. Et le rêve, c'est une idée, c'est une inspiration, c'est une promesse vivante, dynamique, que nous créons tous les jours. Oui, c'est basé dans l'histoire, à mon histoire de Washington, mais une histoire qui a commencé depuis très longtemps. Nous sommes tous des héritiers de l'histoire, mais nous sommes aussi tous des personnes qui peuvent participer dans la construction de l'avenir. Il faut rêver. Je vous remercie.